You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de Cold Facts dans lequel on va bien entendu revenir sur le record de Julien Spronger, 652 points. Avec Fribourg-Gotteron, il a dépassé Slava Bykov. Mais avant de parler de Julien Spronger, avant de parler de la belle série de Fribourg-Gotteron, on va commencer par Lausanne, qui a perdu à 4-1 à Zug juste avant le match qui aura lieu ce soir, mercredi. On espère que vous l'écouterez l'épisode avant de regarder ce match. Ensuite, on passe à nos pronostics. Après, on discute de ce qui se passe à Bienne avec une superbe victoire 7-1 contre Ambry. Et puis pour finir, puisque Genève Servette est en quarantaine, on va faire un petit détour même par les Grisons pour parler de la situation de Davos où franchement ça va pas du tout. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va pas mal, on a toujours du hockey malgré la situation épidémiologique. Et toi tu vas bien, t'as pu assister quand même à un petit moment d'histoire du hockey Alors suisse. voilà, exactement, c'était le match à Langnau avec les 2 points de Julien Spronger qui l'ont fait passer devant Slava Bykov. Je vous propose peut-être d'attendre un petit peu plus tard pour en parler parce que place à l'actualité brûlante, on va dire, parce que l'épisode du mercredi, c'est une tradition. Manifestement, la National League n'en a pas pris compte au moment d'établir son calendrier. Hein. Ouais, Denis Vaucher aura un petit mémo sur Voilà. son bureau. Lausanne rejoue ce soir mercredi, vu qu'on enregistre le mercredi. Si vous l'écoutez plus tard, ma foi, on fera des grandes théories dans le vide. Pas tout à fait quand même. Contre Zug, back-to-back, il y a eu le match mardi soir et je propose qu'on commence par faire le point sur la situation lausannoise. Ouais, bon, la situation, on a l'impression quand c'est annoncé comme ça que c'est un petit peu douloureux ou que c'est compliqué. Ah, c'est le point de situation comme pour le Covid avec Standardinge selon le l'OFSP. Ça va, voilà, une défaite 4-1 contre une bonne équipe de Zug. Ça, c'est clair qu'on a assisté à un match. Alors, le commentateur de MySport était plutôt à dire que le match était haché. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pénalités des deux côtés. Mais moi, j'ai trouvé que le niveau était intéressant. Et on a vu... Alors, on avait, souligné que Lausanne jouait bien à 5 contre 5, mais que peut-être, à un moment donné, il faudrait que le powerplay tourne un petit peu mieux que c'était à quoi 11% de réussite. Mardi, ils ont fait un peu plus de 14% de réussite parce qu'ils ont marqué un but. Leur but, il est tombé en powerplay. Mais en face, Zug, c'est 3 réussites sur 4 à 5 contre 4. C'est ça qui a fait la différence. D'ailleurs, ouais. C'était une soirée où ceux qui avaient un bon powerplay ont mis des buts et ont gagné assez largement. Lausanne a eu ses occasions. Je crois qu'ils ont eu 7 possibilités d'être en supériorité numérique. Ils ont concrétisé qu'une seule fois. Il y a eu un but qui a été annulé en début de 3e tiers qui aurait pu faire monter cette statistique. Ça aurait peut-être pas changé fondamentalement l'histoire du match. Mais surtout, c'est que, quand en face, ça joue bien et que c'est un powerplay qui marche, Lausanne a eu un peu plus de peine à trouver un moyen de gagner. Lausanne, c'est 13 minutes 09 de powerplay. Du coup, vu qu'il y a eu ce but, les 7 fois 2 minutes ont été un tout petit peu reniés par quelques secondes gagnées sur le but de Josh Jarvis. 13 minutes, il y a Udon, il joue plus de 7 minutes. Barberio, plus de 8 minutes. Ça reste toujours ce petit problème du powerplay qui est... Là, pour le coup, était embarrassant. Parce qu'on disait la semaine passée, à ce micro, je crois que même la semaine d'avant, on radote, que quand tu gagnes tes matchs et que ton powerplay est mauvais, c'est que tu n'as pas de problème. Parce que tu as suffisamment de qualité à 5 contre 5 et d'efficacité à 5 contre 5 pour faire la différence quasi tous les soirs. Justement, hier, c'était un soir comme ça. Tu te retrouves face à un Leonardo Giannini qui a fait un très bon match. Très bon. Zug a été efficace. Mais comme tu l'as dit juste avant, il y a ce but annulé en début de 3e tiers-temps. Il y a 4-1, Zug marque ce 4e but qui coupe vraiment les jambes de Lausanne en toute fin de 2e période. 4-2 à la 42e, tu sais pas, parce que le speech de McTavish, c'était peut-être exactement ça. Tu dis, les gars, on a les 5 premières minutes, on a un powerplay à disposition, on revient à 4-2. Derrière, on peut même si le match commence à durer et tu arrives à la 55e à toujours ce 4-2, c'est pas grave, il y a encore moyen de faire quelque chose. À 4-1, si tu remarques pas vite, si tu réduis pas vite l'écart,
ça devient vraiment, vraiment compliqué. J'aurais bien aimé voir un petit peu Zug dans ses derniers retranchements, on va dire, en fin de tiers-temps. Là, on ne l'a pas vraiment vu. Lausanne a poussé en fin de match. La statistique de shoot, elle est vraiment à l'avantage de Lausanne. C'est 41-27, sauf erreur. Ou 43-27. Voilà, Lausanne a poussé dans le dernier tiers. Moi, je fais souvent attention justement dans l'évolution de la statistique des shoots. Quand tu vois froidement la 41-27, quand tu vois froidement les chiffres, tu dis ils leur ont roulé dessus. Mais en fait, pas tout à fait. Jusqu'à la mi-match, c'était assez équilibré. Et à la suite du 3-1 Zougois, là, il y a eu une grosse pression lausannoise sur la fin du deuxième tiers. Et si Lausanne arrive c'est là, moi, je pense que le tournant a eu lieu aussi. Et on parle d'efficacité. Justement, là, il y a des powerplays pour Lausanne. Il y a eu un 5 contre 1, il était un petit peu avant d'ailleurs, mais il y a des powerplays pour Lausanne. Et sur presque sa seule occasion de la fin de tiers, entre le 3-1 et le 4-1, enfin, entre le 3-1 et la fin du tiers, Zoug a peu d'occasions. C'est là qu'il marque. Lausanne a eu des occasions de marquer. Ne l'a pas fait. Bon, voilà, tu as le droit d'aller perdre à Zoug. Même très clairement le droit d'aller perdre à Zoug. C'est quand même une belle machine. Et même si tout ne roule pas, même si les étrangers carburent pas à plein régime, on a assez parlé à ce micro, ou trop parlé à ce micro de Karl Klingberg, vu sa production. Torel s'est enfin réveillé. Ouais. Marchini s'est réveillé. Ça va être intéressant à jouer. Intéressant et compliqué de jouer Zoug. Hasard du calendrier, tu les rejoues ce soir. Mais j'aime bien, tu disais regardez le différentiel des shoots. Regardez aussi la façon dont ça a été fait. Le dernier tiers, il y a 0-0. Pour McTavish, mercredi soir, il peut leur dire qu'on se base là-dessus. Mais c'est un petit peu la même chose qui s'était passé quand Lausanne avait battu Fribourg 2-1. Il y avait eu ce but annulé qui, à mon sens, comptait de Julien Sprunger. Là, la même chose, il y a un but de Malguin qui comptait selon moi, mais pas dans le même contexte. Mais Lausanne aurait peut-être pu gagner ce tiers-là, finalement. Et on est en back-to-back. C'est important de ne pas se laisser avoir. On va tout de suite revenir face au même adversaire. D'ailleurs, il y a eu pas mal de petits coups en fin de match. Il y a eu des échanges de coups de poing. Je crois que Gibbons a dû ramasser 2+2. Boson a dû ramasser 2+2. Nico Gross a pris 2+2. Voilà. Ce qui agaçait un petit peu le commentateur aussi, de dire c'est bon, maintenant, le match a fini tard pour dire... il devait rentrer à la maison. Je sais pas qui c'était, mais il devait peut-être rentrer à la maison, le commentateur. Je crois que c'était Régis Serre pour qu'on salue. Mais c'est vrai que c'était haché, mais tu comprends aussi le statement que tu veux faire et te dire, voilà, là, ok, le match, il est perdu, mais on sait que demain soir, on est de nouveau face à face. C'est un peu les playoffs, justement. T'as souvent ce genre de fin de match en playoff où tu dis, mais c'est bon, les gars, rentrez à la maison maintenant, là, c'est plié. Puis il y a un mélange de il y a le message. Il y a un mélange de messages que tu veux faire passer, de dire voilà, ok, on a perdu, mais on est quand même toujours bien présent. Vous verrez demain. Puis il y a un petit mélange de frustration aussi et de dire voilà, on s'en est pris une à Zoug, on n'est pas habitué parce que Lausanne n'est pas habitué de perdre des matchs. Il y a eu cette excellente série positive qui a été légèrement interrompue par les 2 défaites contre Genève, mais globalement la période que vit Lausanne est vraiment très bonne. Il faut aussi apprendre à perdre et à se relever aussi rapidement. Puis quand tu as un back-to-back, on en parlait, sauf erreur, c'était la semaine précédente. Tu avais parié le perdant du premier match du back-to-back entre Bern et Zoug. Tu t'avais dit, moi je parierais celui qui va perdre le premier match parce qu'il va gagner le deuxième. C'était ça ton état d'esprit. Et effectivement, gagner 2 matchs de suite en 2 jours contre la même équipe, c'est très 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 difficile. Et quand cette équipe-là, c'est Lausanne qui est une excellente équipe, là aussi, ce soir, si je devais parier, je pense que ma pièce serait sur le Lausanne HC parce que justement, c'est un mélange de tout. C'est que l'efficacité zougoise de mardi soir va peut-être pas être aussi grande. Il y a 50% de réussite au powerplay. Ouais. Et Giannoni va pas faire 2 matchs incroyables. Alors, je suis pas en train de dire que Giannoni a volé le match. Mais Giannoni a permis à son équipe de gagner. A donné une chance à son équipe de gagner. Comme Béral fait très régulièrement du côté de Fribourg, comme Gauthier Desclous le fait très régulièrement du côté de Genève. Stéphane, rien à se reprocher sur ce match-là, mais c'est pas lui qui a donné une chance à Lausanne de gagner. En back-to-back, est-ce que les mêmes gardiens vont être entre les poteaux? Est-ce que tu envoies Boltzhauser d'un côté? Je sais pas, ça va être intéressant. Et moi, j'aime bien justement, c'est là où le coaching va être intéressant de voir comment ça va s'ajuster. Est-ce qu'il y aura des changements d'un côté ou de l'autre dans l'alignement? C'est assez passionnant. Et pour tout dire, on réfléchissait à enregistrer cet épisode le jeudi parce qu'il y avait ce match-là. Mais finalement, on s'est dit non, mais c'est intéressant aussi d'en discuter avec la perspective d'avoir le match le soir même. Finalement, il faut écouter un petit peu plus rapidement Colfax, mais c'est pas trop grave. Tu reparlais à un moment de Fribourg, une fois, ils avaient perdu un match et tu disais, mais
J'ai bien aimé. Il y avait Fribourg et je crois qu'il y avait eu un autre club aussi où on disait oui, ok, ils ont perdu, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu et le match d'après, finalement, cette impression positive s'était traduite par une victoire. Donc, en partant de cet état de fait, ça ne veut pas dire que Lausanne va gagner. Mais en tout cas, c'est clairement pas une défaite où tu te dis ouh là 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 là, ça va être compliqué. Comme on a vu des défaites, par exemple, de Bienne, comme on parlera aussi un peu de Davos, parce que je trouvais que c'était intéressant. Il y a des défaites qui font mal. Et le premier 6-1, Fribourg ramasse à Lausanne, ça, c'est une défaite où tu sors avec rien de positif pour Fribourg, je dis. Pour Lausanne, c'était facile. Mais c'était un dimanche après-midi, après un match. Oui, mais tu sors quand même. À aucun moment, tu peux te dire ok, il y a une défaite, mais là, tu parlais de Fribourg, je pense que c'était le cas de ce Fribourg, Genève-Fribourg défaite au penalty. Tu dis ok, il y a une défaite, mais il y a des choses à retirer de positif. Là aussi, Lausanne va perdre contre une des meilleures équipes du championnat dans un duel au sommet. Lausanne ne va pas gagner les 40 derniers matchs du championnat. De toute façon, on le savait. Donc forcément que des défaites, il allait en avoir durant ces prochains temps. Mais voilà, avoir la capacité de cette équipe à se relever, à se relancer rapidement. Et est-ce que McTavish va changer un petit peu son alignement? Est-ce qu'il va peut-être revenir à un Corey Emerton comme centre de deuxième ligne? À ce micro, on aime bien, en tout cas moi, mais je crois que tu partages mon avis, on aime bien Corey Emerton et son implication des deux côtés. Corey Conacher, moi je l'ai très peu vu dans le match contre Zug. Je précise que j'étais à Langnau et donc j'ai vu de larges extraits du match, mais j'ai pas vu le match complet depuis dans la patinoire, ce qui change aussi un petit peu la perspective de certains joueurs. Ressentis aussi. Certains ressentis, effectivement. Donc faut aussi. Mais est-ce que justement après la défaite, tu dis bon, Udon, assez compliqué, même s'il n'est pas terrible d'un point de vue statistique. Depuis quelques matchs, là, il fait un assist, mais honnêtement, la gueule de l'assist, quoi. Il voit son tir et Giannini ne comprend pas ce qui lui arrive, j'ai l'impression. Bref, ça reste un mais assist, il a tiré au but, il se crée des occasions, il était actif. Il est actif, toujours. Ce qui n'était pas le cas, forcément, sur peut-être les derniers matchs contre Genève, notamment. Barberio, on en a suffisamment parlé, puis du coup, ça va se jouer derrière. Est-ce que tu casses ton trio Udon, Malgin, Gibbons? Je suis pas persuadé. Du coup, tu as la victime toute désignée. 6 changements il y a, c'est Corey Conacher. Et 2 matchs en 2 jours, je peux imaginer que tu dises Tu peux mettre Boltzhauser aussi, qui a fait un blanchissage contre Berne. Exactement. Donc, tu peux profiter de ta profondeur en termes d'étrangers, ce que Zug n'a pas. Zug n'a que 4 étrangers sous contrat avec McLeod, qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Lorsqu'ils l'ont annoncé, ils avaient dit qu'il devrait peut-être rester toute la saison. Ces derniers temps, j'entends de plus en plus de gens dire il va partir, mais moi, j'ai pas l'info. Donc, je ne sais pas. Toujours est-il que Lausanne a ce luxe ou cette chance d'avoir un 5e étranger à pouvoir engager. Et du coup, tu as un Emerton frais ce soir qui peut peut-être te densifier ton centre à la place d'un Conacher. Moi, je verrais ça ce soir. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On peut parler aussi le fait que McLeod, il y ait des rumeurs comme quoi, mais là, ce serait plus... Il fait partie de l'organisation des Oilers d'Edmonton. Compliqué de l'imaginer. Ils ont fait des acquisitions. On parlait de Gaëtan Haas aussi comme centre du 4e qui aurait de la concurrence parce qu'ils ont pris un joueur, un agent libre. Là, McLeod, ce serait aussi sur le centre qui se bagarrerait avec Gaëtan Haas. Moi, je vois plus Bakersfield pour ce joueur-là. Mais comme la HL recommence en février, on a encore un petit peu de temps. Par contre, ça permet de parler de Malgin parce qu'on a eu ces questions-là et c'est une question récurrente. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de joueurs de hockey manager qui se posent la question. Ça, c'est pas forcément dit. C'est à la fois supporter de Lausanne, c'est à la fois joueur hockey manager. Il y a eu un article de Jérôme Renard, notre confrère, qui a posé la question à Petr Svoboda, qui a l'air d'être un peu plutôt positif dans le sens où il est encore là, mais on attend de voir. Le Toronto contacté n'a pas souhaité plus divulguer tant qu'on n'a pas de date claire et nette. On sait que c'est normalement le 13 janvier, mais c'est pas encore réglé officiellement. On n'a pas une date comme la NBA qui va recommencer le 22 décembre. Là, c'est encore l'expectative. Ouais, ça va quand même très clairement être mi-janvier de ce que je sais, ou je sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, mais peu importe. Le camp d'entraînement de Toronto est censé reprendre le 2 janvier, donc ça va se décider tout soudain. On en a déjà pas mal parlé à ce micro, j'ai l'impression, du cas d'Anis Malgin. Je crois qu'on n'est pas d'accord, ma foi. Ça arrive de temps en temps, 2 fois par année ou 3. Quand on parle du nombre d'étrangers et puis de Denis Malgin, je pense, mais pour moi,
si le joueur veut continuer à être crédible là-bas, il doit repartir d'une manière ou d'une autre. La seule option que j'aurais pu entendre, c'est que Toronto l'ait signé sur un contrat de 2 ou 3 ans et dise « Ok, nous, on te veut pas cette année chez nous, on aimerait que tu te développes, donc reste en Europe. La AHL va reprendre plus tard, donc ça ne sert à rien que tu viennes ici, parce que de toute façon, tu ne joueras pas une seconde à Toronto, mais dans 2 ans ou l'année prochaine, on compte sur toi, on aimerait que tu te développes. » Et c'est pas un joueur de AHL aussi, parce qu'il a déjà fait ça. Il a 200 matchs de C'est NHL, ça. le gars. Donc développe-toi, joue là-bas, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Là, Toronto a tradé pour lui l'année passée. Ils l'ont échangé contre un sac de puck, Mason Marchment. Il n'y a pas d'investissement de la part de Toronto à ce niveau-là en termes de choix de draft, toutes choses comme ça. Mais quand même, tu fais un trade, tu dis, bon, on voit quelque chose dans le joueur. Tu le re-signes, donc tu utilises un petit peu de ton salary cap. Certes, un minimum, il a un contrat minimum. Mais quand même, moi, c'est là où je comprendrais pas que Toronto dise, non, mais c'est bon, reste en Europe, on n'a pas envie de te voir venir ici. Et moi, je ne comprendrais pas que le joueur dise, moi, je ne veux pas retourner. Donc voilà. Si Toronto souhaite laisser Malgin à Lausanne, c'est qu'il n'y a qu'une option, c'est le ballottage. Ouais, les waivers. Comme s'il l'envoyait en AHL, et n'importe quelle autre franchise peut le prendre et le réclamer. Et moi, je peux imaginer qu'un joueur qui a 200 matchs de NHL, qui a 23 ans, qui est en train de faire un excellent début de saison à Lausanne, qui a un tout petit contrat, intéresse quelqu'un d'autre, de se dire bon, on prend notre chance sur machin. Mais pas de risque en fait. Prendre une chance, mais pas de risque. Alors absolument zéro risque. Moi, je verrais aussi ça comme option. Donc, à moins que l'agent fasse passer le message aux autres équipes, prenez-le pas parce qu'il ne viendra pas. Vous pourrez essayer, mais ça va être compliqué. Mais auquel cas, si ça se passe comme ça, moi, je pense quand même que sa carrière là-bas, elle peut être vite compliquée dans la foulée. Donc moi, je ne vois pas d'issue avec Denis Malgin à Lausanne sans qu'il y ait des conséquences pour son futur là-bas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là, hein, mais moi, je peine à comprendre ça, en fait. Mais peut-être qu'il y a un aspect du truc que je ne comprends pas. Moi, c'est juste, pour revenir rapidement là-dessus, c'est juste qu'il a un rôle de top 6. C'est la pierre angulaire du système lausannois en ce moment. On voit que c'est lui le centre numéro 1, c'est lui qui tient le powerplay, c'est lui qui est la pierre tournante, c'est lui qui dirige le jeu. Et ça, il ne peut pas l'avoir. Il l'a en Suisse, dans n'importe quelle équipe, à peu près en Suisse, je pense. Il aurait cette position-là, mais il ne l'a pas en NHL. Et c'est impossible de l'avoir. C'est pas de dire, mais peut-être qu'il pourrait battre tel ou tel joueur. Non, c'est impossible. Tavares, Matthews, Mitch Marner, c'est impossible. Alors, voilà, est-ce que tu te contenterais d'un rôle de 3e centre, de 4e centre, jouer 10 minutes, 12 minutes, etc. Ou alors avoir un rôle en vue? Moi, c'est juste pour ça, pour cette saison en plus, que je trouve que pour lui, pour son développement, il est mieux là. Mais voilà. Moi, je peine à justifier qu'un Denis Malgin demande plus qu'une 3e ligne. Dans le sens, il a fait quoi, à part jouer au Panthère 200 matchs, Ouais. il a fait quoi qui justifierait ce genre de discours-là? Moi, j'arrive pas à le comprendre. Mais en fait. Sa dernière saison, c'est 44 matchs, 12 points entre Florida et Toronto. La saison d'avant, c'est 50 matchs, 16 points. C'est un des meilleurs joueurs suisses du moment. En NHL, il y a peu de Suisses qui font des saisons régulières à plus de 15 points. Donc, il n'y a rien à jeter avec ce joueur. Par contre, pour arriver avec des demandes fermes en disant non, mais moi, plutôt que de je jouer. dis pas que c'est une demande. C'est juste Non, que certes. lui, il sait qu'il voit ce qu'il a ici et plutôt ce que de qu'il n'aurait jouer pas là-bas. Plutôt que de se dire ah non, mais moi, je pense que c'est plus logique de rester en Suisse parce que là-bas, il serait que 3e ligne en NHL. Moi, j'arrive pas à avoir ça comme une justification. Moi, j'ai la même justification pour Damien Ria aussi, où c'est un ailier qui doit être sur des trios offensifs. Sinon, pour lui, c'est un petit peu dommage d'être en 3e ou en 4e bloc d'une équipe NHL, même si on le répète et on le rappelle, on n'est plus dans l'époque NHL où on avait une 3e ligne checking line. On a maintenant besoin de joueurs qui ont des capacités, qui sont bons défensivement et offensivement, puis qui peuvent apporter quelque chose. Même si on va dire que la 3e et 4e ligne, elles sont censées bloquer les 1 et 2 hiérarchiquement et qu'elles doivent être assez fortes défensivement quand même. Il y a une énorme différence quand même entre Damien Ria et Denis Malgin. C'est 192 matchs de NHL. Oui. Il y en a un qui en a 0, l'autre qui en a 192. Malgin, il allait jouer en HL, il a fait 28 matchs, 26 points. Tu l'as dit très justement avant, c'est pas un joueur de HL. C'est un joueur qui doit être en NHL. Donc, je comparerai pas les deux cas dans le sens où Damien Ria, il est jamais allé là-bas. Et je pense que lui, à aucun moment, il va tirer la gogne en disant
j'hésite parce qu'aller en AHL, ça me dit moyen. Non, lui, il va y aller. Donc, je comparerais absolument pas les deux cas, en fait. C'est plutôt si Gaëtan se disait où est-ce que je vais retourner à Edmonton, 4e ligne, j'ai pas vraiment envie de ça. Ben non, Gaëtan, il va à Edmonton. Bon, après la guerre interne Colfax autour de Denis Malgin, revenons sur un sujet un peu plus simple. Julien Sprunger. Honteux, il est nul. Voilà, c'est tout. 2 points, 1 but, 1 assist. Tu vois que 2 points. Ça, c'est le tarif Julien Sprunger. C'est autant de buts que d'assists durant toute sa carrière. Il nous a fait ça. Donc, c'est impressionnant. Logiquement, il allait marquer un but et un assist. À Langnau, la passe décisive sur le 4-0, le but sur le 5-0. Il passe Slava-Bikov au classement des meilleurs compteurs de Fribourg-Gotteron. Et du coup, il place Slava-Bikov au classement de l'histoire de la Ligue nationale. Alors évidemment, on remet en contexte. Il y en a un qui a fait ça en 300 matchs et l'autre en 850. C'est fou. Mais ça, je dis pas ça dans le but de dénigrer la performance de Julien Sprunger, mais plutôt de valoriser ce qu'a fait Slava Bikov lorsqu'il était là, et aussi de mettre en avant la différence de monde, en fait, entre les années 90 et maintenant. Le hockey a tellement évolué que ce que faisait Slava Bikov à cette époque-là est quasi infaisable aujourd'hui. Mais par contre, sur la longueur, d'avoir duré toutes ces années pour Julien Sprunger et d'être toujours au top, c'est assez impressionnant finalement. Et je dis au top, on voit qu'il est, il est un petit peu sur le déclin. C'est terrible de se dire il est en fin de carrière alors qu'il est plus jeune que nous, mais bon, ça fait un petit peu mal au ventre. Mais ça reste vrai. Et on fêterait notre anniversaire le même jour, mais j'en ai toujours un d'avance depuis toutes ces années. Je crois pas que ça va changer. Donc voilà, il reste là. Ma foi, c'est quoi, 6 points, donc 4 buts cette saison. Début difficile, depuis ça se remet gentiment en route. Chapeau quoi, pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Puis c'était assez chouette de voir à la fin du match, dans le vestiaire, le vestiaire est assez longtemps resté fermé. Puis on entendait depuis l'extérieur les gars qui fêtaient ça. Et c'était vraiment, vraiment un chouette moment à Langnau. Moi, pendant que tu parlais, je t'écoutais attentivement, mais j'étais quand même un peu à regarder, juste parce que j'adore l'histoire sous toutes ses formes. Alors évidemment, l'histoire du sport, pour moi, elle est essentielle pour pas oublier les joueurs. D'ailleurs, je crois que je suis pas le seul, puisque des maillots sont suspendus dans les différentes patinoires. On se souvient des grands joueurs. Mais j'aimerais juste qu'on se rende compte des 652 points de Julien Sprunger sur le total de sa carrière. Il est donc 11e en Suisse dans l'histoire du hockey suisse. Il va, selon toute vraisemblance, passer 10e, parce que les 657 points de Félix Sonnenstein, je pense que marquer 6 points encore maintenant, ça doit être possible, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2023, il devrait pouvoir le faire. Après, on a André Retelli, 663, Martin Plus, 704, Roman Weger, 704, Ivo Ruteman, 709, Ryan Gardner, 715, Reto Fonarx, 816, Christian Dubé, 839, Gilles Montandon, 859 et Peter Jax, 894 en 809 matchs. Donc 487 goals. Le mec a plus de goals que d'assists aussi. C'est juste de redire ces noms. Moi, alors, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais même, tu connais bien ton hockey suisse. C'est que des noms où tu te dis quel joueur, en fait. Et de voir que... Et en dessous de Sprunger, on a Bikov, Rintanen, Josh Holden, Janin, Noumelin, Eberle, enfin, que des grands noms. Et le seul qui est encore en activité, c'est Julien Sprunger. Et moi, ça me fascine de voir qu'il a tenu aussi longtemps. Il a quand même été blessé pas mal de temps. On se rappelle de ses multiples commotions. On a eu peur pour sa santé. Sa carrière, on a eu peur pour sa carrière, c'est très bien. Ce qui est plus important, c'est qu'on a eu peur pour sa santé. J'ai encore cette image de David Backes au championnat du monde en Suisse en 2009. Quand il passe sous la tribune de presse dans sa civière, ça fait pas plaisir à voir, je peux te dire. C'est le genre d'image qui te reste quand même un petit peu. Quand tu vois un roman qui sort blessé, c'est une chose. Mais qu'on doive le faire sortir sur civière, avec la Minerve, avec la totale. Et à Berne, la configuration est telle que c'est sous la tribune de presse, puis tu vois le gars qui est en train de sortir blessé. C'est vrai que c'était une image assez marquante, et malgré tout ça, il est chaque fois revenu finalement. Et là, je trouvais rigolo le clin d'œil
ça se passe à Langnau où il a eu sa dernière grosse blessure, où on se demandait s'il allait revenir. Quand il est revenu, on a dit ouais, c'est compliqué pour Sprunger. Et effectivement, c'est peut-être moins facile qu'il y a 5 ans, mais en même temps, c'est normal que ce soit un peu plus difficile maintenant. Et à l'époque, il mettait plus de 50 points quoi. Durant une saison, il tenait Fribourg à bout de bras. Il n'a plus besoin de tenir Fribourg à bout de bras. Ça aussi, c'est quand même une grande différence par rapport à avant. Mais il est toujours là, il marque ses buts, il est capitaine de Fribourg et puis c'est hyper respectable ce qu'il a fait durant toutes ces années. Et puis comme tu disais, la lignée de noms tout à l'heure avec lesquels le cercle dans lequel il est actuellement, ça prouve finalement que de notre ère, on va dire, parce que tous ces joueurs-là, c'était juste l'époque avant. Ouais, à part peut-être plus du B, mais c'est juste... Ouais. Bien sûr. Et de notre ère, on va dire, un poil plus récente, c'est clair qu'actuellement, il n'y a personne qui fait aussi bien. Je vais dire une lapalissade parce que c'est comme ça depuis le début de saison. Mais j'ai pensé que quand il y a eu ce but, ce morceau d'histoire, à la fois pour Fribourg-Gotteron et à la fois pour l'histoire du hockey suisse, ça m'a fait de nouveau me dire que, je ne veux pas dire un gros mot, mais ça fait chier parce qu'il n'y a personne. Et que ça mériterait tellement qu'au prochain match, parce que bon, c'était à Langnau, donc il n'y aurait pas eu le même effet. Est-ce que les Emmentaler auraient applaudi Julien Sprunger? Peut-être. Il y a 5-0. Finalement, tu sais que ton équipe a perdu. Peut-être, il y aurait eu ça. Mais on rate des moments, on rate ces émotions-là. Et au prochain match à la patinoire à Fribourg, ça aurait été incroyable. Et même si on se dit que peut-être, dans 3 mois, 5 mois, peut-être au début de la saison prochaine, on va lui faire une plaque pour rappeler ce moment-là, ce sera passé. Et ça, c'est frustrant d'avoir ce Covid et ces patinoires vides quand il y a une chose comme ça. Les matchs, on s'y est un peu habitué, malheureusement, mais là, un truc qui nécessiterait vraiment... J'imaginais les chants dans la patinoire, des gens tellement contents, parce que... Pourquoi je pense à ça? C'est parce que je vois Kylian Motet tellement heureux, je vois Christian Dubé, on a un plan sur son sourire quand Julien Sprunger est assis sur le banc, de se dire qu'il a ce capitaine-là qui vient de battre un record. Alors c'est plus facile, il y a la victoire au bout, mais on sent quand même le poids de l'histoire, que tout le monde est heureux pour ce joueur qui a jamais triché en fait dans sa carrière. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve de ne pas avoir... Ouais, c'est frustrant, je suis d'accord avec toi. Qu'on ne peut pas profiter de ça. Voilà, ma foi, c'est comme ça, et puis faut faire avec, mais je trouvais que c'était un morceau qui aurait mérité vraiment un écrin plus joli qu'une patinoire vide dans l'Emmental ou même à Fribourg. Oui, il faisait -7 au passage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Ambry, c'était une catastrophe, mais on n'était pas loin d'avoir la même chose du côté de Langnau. Mais ça nous a un peu réchauffé en fin de match d'avoir des choses à écrire. Mais c'est ce que je disais justement pour revenir un peu sur ce match. C'était un match sans histoire jusque-là. Mais vraiment, c'est exactement ce que j'ai écrit. Et il nous a bien sauvé la soirée, Julien Sprunger, parce que jusque-là, tu dis, Fribourg a rapidement marqué un but, a pas trop tremblé. À 1-0, il y a le poteau de Marcus Nilsson. Mais à part ça, tu voyais que dès qu'il y a eu le 2-0, c'est bon, on peut plier les goals, c'est fini. C'est assez intéressant ces matchs à huis clos. Je préférerais que ce ne soit pas le cas, mais Franzen, quand il prend son temps mort à la 11e minute, ça a résonné dans la patinoire. Alors, je n'ai pas compris, parce que déjà, il faut comprendre l'anglais d'un coach de hockey, on va dire. Suédois qui le braille. Voilà, avec l'écho, etc. Mais tu dis, ok, là, il aura quand même bien soufflé dans les bronches, et derrière, ça a quand même produit un petit effet. Juste derrière, ils ont cette action de Nilsson, etc. Mais voilà, une fois qu'il y a le 2-0 de Bikoff et qu'elle passe de Stolberg au passage pour ce 2-0, là, tu sais que c'est fini. Et on a de nouveau vu un excellent Di Domenico. Et il fait pas que il fait pas des matchs qu'à Langnau, il est constant, mais là avec 4 passes décisives, il a tout fait quoi. Donc c'était assez impressionnant. Fribourg a un petit peu de chance entre guillemets avec le calendrier parce que tu rejoues Langnau 2 fois. Bien sûr. Mais c'est toujours. Il y avait eu Bienne quand Bienne était pas trop en forme. Il y a eu Davos, parce que Davos fait n'importe quoi. Il y a Langnau 2 fois. Mais il faut quand même les gagner, ces matchs. Il faut les gagner, ces matchs. On se rappelle de Genève Servette un dimanche à Langnau, il n'y a pas si longtemps, où ils prennent 4-0. Alors exactement, et il y a 2 fois, ils perdent 2 fois contre Langnau, ils perdent contre Ambry. Fribourg les a gagnés, ces matchs. Donc effectivement, les points, ils ont tous la même valeur au bout du compte. Par contre, c'est du génie de ne jamais jouer Zug, de jamais jouer Zurich,
Non, peut-être qu'on les fera en fin de saison, ceux-là, on verra, peut-être. Hein. Et c'est assez rigolo de voir comment le calendrier il est en train de se mettre en place. Et ces matchs-là, il faudra les rattraper. Mais toujours est-il que les points ils sont en banque. Et ça, mine de rien, pour justement travailler un peu plus sereinement, pour être un peu plus... C'est aussi plus simple d'aller à Langnau et d'avoir gagné tes matchs auparavant, puis de pouvoir envoyer ton deuxième gardien, de pouvoir laisser David Dernay en tribune et de mettre Ce qui aurait Brodin été sur la glace. l'histoire du jour si, pour moi, peut-être... Si on prend 3-0 là-bas, tu dis, voilà. Non, mais Connor Hughes, je dis, tu disais, si Sprunger n'a pas, il n'y a pas toute cette histoire autour, puis que c'est un match sans histoire, je me dis, on peut partir sur Connor Hughes qui fait son premier blanchissage. Et pour son deuxième match en National League, il avait été très bon en coupe. À Ambry, on l'avait dit, il avait été très moyen à Rapperswil. Donc, il fait un bon match. À part ça, Connor Hughes, mais effectivement, c'était... Mais c'est aussi plus simple quand tu as gagné tes matchs auparavant. Tu peux dire, on envoie notre deuxième gardien sereinement. Même si tu vas perdre à Langnau, tu as fait tes points, donc il n'y a pas une pression du résultat qui est aussi grande. Et ça simplifie finalement tout. Et là, Fribourg a gagné contre Langnau vendredi, parce que Fribourg a beaucoup joué depuis notre dernier épisode. Ouais. On s'est forcément et logiquement attardé sur ce dernier match contre Langnau, mais Fribourg a battu d'abord Langnau vendredi avec un Mathias Rossi très bon. Fribourg a gagné à Davos, là aussi sans trop d'histoire. Ils ont fait le job. Davos était catastrophique ce soir-là. Puis là, 3 matchs, 9 points. Des buts. Et beaucoup de buts. 5-2, 5-0, 4-1. T'en encaisses peu, donc finalement t'as ta défense qui va bien. Tu marques beaucoup de buts. Tu parles de Rossi, évidemment, on le voit parce que là il connaît une série très intéressante. Aaron est de nouveau un joueur de hockey. Il a mis le bouton sur le positif et pas sur le négatif. Tu l'as juste mentionné. Je trouvais en plus que le clin d'œil de l'histoire et le clin d'œil de leur histoire était belle. C'est que Bikov, Andrei pour le coup, Paslava, grand copain de Julien Sprunger, il est très très bon ces temps. Tu as mentionné sur le but de Stolberg, mais il va gratter un peu il n'hésite pas à aller devant le but. Il était positionné en tant qu'ailier, de temps en temps il joue centre, de temps en temps il joue ailier, et je le trouve très efficace. Le danger vient de partout à Fribourg. Il y a Gunderson qui peut marquer des buts. On avait eu un match, est-ce que c'était contre Ambry, où les défenseurs avaient quasiment tous marqué. Il y avait eu Kamerzin, non c'était contre Bienne, il y avait eu Dave Souter, où là les attaquants avaient plus de peine. Et là tout d'un coup on a Schmidt qui joue bien, on a Aaron qui joue bien. Il sort des harnais, on se dit est-ce que cette ligne va pouvoir tenir, parce que c'était quand même le centre, le pilote de la ligne, pas de problème. Il met Marchon, je dis pas de bêtises. Oui, Marchon qui est sorti blessé d'ailleurs. Il y a Marchon qui est sorti blessé, il y a Chavaya et puis Schmidt qui est visiblement un... Schmidt, je l'ai vu à la fin du match, il n'y avait pas de souci. Enfin, pas de souci. Il était là, il parlait, il a dit bonjour à des gens de Langnau qui connaissaient. Donc non, j'ai pas vu de souci physique, ou du moins pas autant que Marchand et Chavaya qui se faisaient examiner. C'est moins inquiétant d'après moi. Et on a Rossi, il y a presque en fait, c'est drôle, c'est que tous les buteurs, on a Sprunger qui est un buteur, on a Rossi qui est un buteur, on a Aaron qui est un buteur. Il n'y a pas 53 lignes, donc ces 3-là sont sur 3 lignes différentes et ils scorent. Beau problème à avoir pour... Pidi Domenico est brillant, Stolberg est bon. Actuellement, c'est vrai qu'à Fribourg, il n'y a pas de problème. C'est aussi induit par 3 victoires de suite contre Langnau, Davos, Langnau. Là aussi, je me réjouis un petit peu. Pardon, j'avais oublié encore... t'oublies Motet en plus. Ouais. Motet contre Davos qui était brillant et qui... Lui, alors effectivement, ses buts, il les met... il est très régulier en ce moment. Mais là, je me réjouis de voir justement contre des adversaires un tout petit peu d'un calibre au-dessus pour voir comment ça se passe. Il y aura match à Berne vendredi, puis demi-finale de coupe dimanche contre Zurich à domicile. De nouveau un gros week-end. Là, enfin, ils enchaînent les matchs parce que ça a été de longues semaines pour eux. Chaque club passe par des moments sans match. Et là, il y en a plusieurs quand même, 2-3 par semaine. Ça doit faire du bien aussi pour les jambes en fait d'enchaîner, de devoir de temps en temps se dire à quel gardien je mets ce soir parce que l'autre il vient de jouer 2 matchs, donc quand même si je peux envoyer Hughes un soir ça pourrait être bien. Donc tout va bien à Fribourg. Sprunger va plus devoir parler de son nombre de points parce que c'est maintenant désormais derrière lui et qu'il n'y a plus personne à rattraper dans l'histoire du club. Tu te rends compte si en plus maintenant il joue libéré? Je l'entendais à l'interview dire tout le temps que effectivement ça commence à peser, parce que tu lui poses la question sempiternellement et puis là tout d'un coup c'est derrière. Il a l'air d'être en forme en plus. Ah oui, il va globalement bien. Et puis voilà, donc, comme on disait juste avant, calendrier favorable, Fribourg a fait ses points. Donc maintenant, tu peux vivre un peu plus sereinement les prochaines semaines. Il n'y a pas de nuages à Fribourg, j'ai l'impression, pour l'instant. À voir si justement
ce trend positif peut se poursuivre jusqu'à la demi-finale de coupe, parce que mine de rien, on a Genève d'un côté, on a Fribourg de l'autre. Il y a quand même un roman qui pourrait gagner un petit titre. Ce serait, même si c'est entre guillemets que la Coupe de Suisse. On a vu l'année passée avec Ajoie ce que ça peut procurer comme émotion. Alors c'est quand même différent si c'est un des clubs de l'élite qui joue la finale. Mais quand même, la dernière édition, si un roman pouvait garder la coupe à la maison, ça pourrait être pas mal. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à notre petite séquence pronostic où, si on devait mettre un titre, l'irrésistible ascension De de Jean-Fred. Jean-Fred. Ah bah ouais. Voilà. Le chevalier Caradoc. Qui, gros coup de bol, hein, il se trouve que le Ton Paris... match a eu lieu déjà. Ouais. Ça, c'est un coup de bol en soi. Hein. Et que Fribourg, effectivement, avait pris le meilleur sur Langnau. Alors, c'est pas le match de mardi, c'était le match de vendredi. Un succès 4-1 qui me fait mettre mes 20 pucks se transformer en 43, ce qui fait que j'ai 954 pucks en ce moment. Et que toi, malheureusement, si Zug n'avait pas fait n'importe quoi à Rapperswil, alors qu'ils étaient bien, hein, à un moment, ils menaient 2-0, donc ça partait comme il faut. Victoire, finalement, en prolongation grâce à Gregory Hoffman. Ça te fait une belle jambe parce que Voilà. ça t'a fait perdre 20 pucks et t'en es à 906. Voilà la ruine. Non. Chaque fois qu'on perd un pari, c'est jamais de sa faute. C'était tout le temps une bonne idée, mais c'est l'équipe qui a fait de la merde. Donc on continue dans cet état d'esprit-là, je pense, non? C'est Tout pas à ma fait. faute. C'est pas ma faute. Et ben cette fois, pour le match du vendredi, j'ai envie de dire que c'est terrible parce que il y a un match qu'on identifie quand même pas mal. Et si ça se trouve, et là, on va se planter. Hein. On verra. Évidemment, vous avez l'habitude, c'est vendredi qu'on mettra nos codes définitifs quand on les aura. Et ça nous permettra, là, on discute un peu, on a plusieurs options. Et on choisira une option vendredi. Mais ce Ambri-Zug, la tôle d'Ambri à Bienne, et c'est pas tellement la tôle qui est ramassée qui fait que, c'est que Nettinen n'est pas là. Et que parce qu'on rappelle, hein, j'avoue que je trouve ça un peu complètement crétin. La Channel One Cup, nous on la connaît sous le nom de Cariala Cup. Oui. Et qui s'appelle la Channel One Cup, donc tournoi avec en général les meilleures nations européennes. Russie, c'est à Moscou, hein, Russie, Finlande, Suède, République tchèque. Très bien. On se demande pourquoi ça, ils ont vraiment voulu le maintenir, étant donné que ça se dispute. Je suis d'accord avec toi. Que tu rajoutes des risques puisque les joueurs vont se rencontrer, ils vont rencontrer des collègues, voilà, on multiplie les chances de ramener le virus dans un vestiaire. On a déjà eu assez de quarantaine. Donc c'est pas pour avoir de nouveau Peter Lindbaum qui le ramène à Bienne, pour avoir Turunen qui le ramène à Davos et Nettinen qui le ramène à Ambri. Mais toujours est-il que ces trois Finlandais ne sont pas là et que ça amène quand même Ambri, en plus contre Zug qui vient de nous faire un bon match contre Lausanne. Il y aura un match mercredi. Je voulais te dire, Zug jouera 3 fois en 4 jours. Pas simple, ils seront à l'extérieur quand même, mine de rien. Mais ça donne quand même vachement envie de partir sur Zug. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ou alors le nombre de buts, ça peut être une option dans ce match-là. Mais en même temps, le nombre de buts, ça veut dire qu'Ambri doit marquer aussi, pas que Puis Ambri sans Nettinen. Ouais, non, en fait, c'est une fausse bonne idée. Les rencontres de ce soir-là, c'est Lausanne-Zurich, c'est Langnau-Davos. Là aussi, il y a quelque chose à dire, mais ça peut aller dans les deux sens. Mm-hmm. Bienne-Lugano, Berne-Fribourg et Ambri-Zug. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas une carte hyper facile, en fait, à... Forcément, comme on disait, en fait. Mais en fait, plus je réfléchis à ce Ambri-Zug, et plus je me dis, attention quand même, faudra aussi voir comment Zug s'en sort contre Lausanne, ce match de ce mercredi soir. On se rappelle aussi qu'Ambri, ils en ont passé 6 à Davos et que Nettinen n'en a pas marqué 1. Oui. Hein, ça peut aussi être une piste pour se dire qu'il n'y a pas besoin toujours d'avoir Nettinen. Mais j'ajoute que Michael Foran ne sera pas présent vu qu'il est suspendu. Ouais. En fait, on essaye quand même en général de ne pas partir les deux sur le même pari, ne serait-ce sans faire exprès, mais s'il y a deux choses qui nous tentent, on vise tout le temps de paris différents. Je pense que là, il y aura consensus. Hein. Moi, je pense au powerplay d'Ambri aussi, qui est quand même réputé pour être bon, mais tu enlèves Fora à la pointe, tu enlèves Nettinen sur le côté, ce qui ouvre souvent des possibilités peut-être pour d'autres joueurs. C'est pas forcément eux qui vont marquer, mais entre le directeur de jeu à la bleue, le buteur, ouais, difficile à 5 contre 5 pour Ambri contre Zug. Ça parle quand même plutôt en faveur de Zug. Mais L'autre option que je pourrais voir, c'est bien à la maison contre Lugano. Lugano qui a demandé d'ajourner un match parce qu'ils n'étaient pas encore tout à fait remis du Covid pour mardi contre Fribourg. Et on a vu Zurich qui a dû jouer son match, alors gagner contre Davos 5-1,
mais on pouvait faire en fait une équipe qui aurait été peut-être 4e de National League, rien qu'avec les mecs qui étaient sur le banc. À peu de choses près, ouais. Non, mais tu me faisais la remarque du défenseur. Moi, quand j'ai vu Luca Capaul, alors évidemment, on dénigre pas, hein, mais Vili Ridi aussi, des gars des Getseka Lions, ouais, c'est pas des noms ronflants. Non, donc à voir comment Lugano se présenterait aussi. Et Bienne doit confirmer, on n'arrête pas de le dire, et on le dira sûrement tout à l'heure, hein, c'est pas grave, mais que Bienne doit confirmer. Est-ce que justement l'occasion de recevoir Lugano dans une rencontre où Lugano pourrait être prenable, c'est l'occasion de bien lancer cette saison? Je pourrais l'imaginer. C'est soit du côté de Bienne, soit du côté de Zouk pour moi. Ouais. Parce que Berne, avec le match contre Fribourg, il y aura eu ce match contre Rapperswil mercredi soir. À voir si Berne, tout d'un coup, arrive à vraiment faire un match où tu sens qu'il y a quelque chose de mieux. Peut-être que là, on peut se dire que contre Fribourg, il y aura un vrai match. Ouais. Parce que là, honnêtement, comme ça, vu Fribourg, ce qu'ils ont montré sur les 3 derniers matchs, vu la gueule de Berne en ce moment, moi, je pars sur Fribourg. Hein. Honnêtement, je joue la hype fribourgeoise plus qu'un éventuel regain bernois en ce moment. Surtout qu'en plus, Gaëtan s'est reparti aussi, donc il va falloir changer le line-up. Pas évident. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, comme on ne parlera pas de Genève Servette, tu viens de le voir, a repoussé son match. Hein, ils ne sont pas encore totalement prêts. Le match de coupe le dont match on de parlait. coupe qui devait avoir lieu dimanche aura lieu finalement mardi à une heure étrange, 17h05. Le but étant, selon Reto Kirchhofer de la Berner Zeitung, de laisser un maximum de temps de repos à Berne qui jouera à Zurich dans la foulée. Et c'est pour ça que le match a été avancé. Et à Genève aussi, parce que je crois que le 23, si tout va bien et qu'il n'y a pas un Covid update d'ici là, ce sera la première journée à 6 matchs. Ah oui, alors il y aura Genève, Bienne, t'as raison. Complètement. J'ai juste vu l'aspect bernois, c'était le tweet de Reto qui concernait évidemment Berne. Donc voilà, match avancé, Genève va se faire un back-to-back, demi-finale de coupe, puis match contre Bienne. Donc ils vont revenir aux choses sérieuses très rapidement. Mais retour à Bienne. Qui a gagné son 3e match sur 4. Et festival offensif, il y avait eu ce 6-4 contre Lugano. Avec Yannick Radgeb en feu. Il y a eu un 4-1 contre Langnau. Exact. Et défaite à Davos, là, qui fait un peu mal, dans le sens où Davos va pas bien, fait un peu n'importe quoi, mais Bienne, finalement, aurait pu repartir avec quelque chose de mieux, des Grisons. Et là, contre Ambry, mardi soir, un 7-1, sans aucun but de Rayala. C'est assez drôle. Je crois qu'il y avait eu aussi... Et même sans aucun point, sauf erreur de Rayala. C'est bien possible. On avait déjà... thématisé ça une fois. Bienne avait gagné, Bienne avait marqué pas mal de buts et Rayala n'avait pas pointé. Du coup, c'est d'autres joueurs qui prennent le lead. On a un Kunti qui était brillant distributeur, 2 têtes, je dirais 4 assists, si je dis pas de bêtises. Oui. On a Ugly qui a remarqué des buts, ce qui n'était pas gagné. On a Kunsley qui est toujours très bon. On avait David Olström qui est de retour et qui va faire du bien. Leuenberger disait avant le match, attendons tranquillement quand même, il faut qu'il revienne gentiment, c'était une commotion cérébrale, ça prend du temps, on va gentiment le faire revenir. C'est parfait, un match où tu gagnes tranquillement contre Ambry, il n'y a pas de stress, c'est très bien, powerplay ultra efficace, 42%. Bienne a toujours eu un powerplay de feu. L'année passée, ils avaient un powerplay hallucinant à plus de 25%, en tout cas sans problème. Là, ça marche du tonnerre. Et Fuchs aussi a été bon. Et ouais, finalement, il n'y a même pas eu besoin d'un bon Konstantin Komarek, qui est le nouvel étranger qui a débarqué de KHL la semaine passée. Un Autrichien. Voilà, comme son nom ne l'indique pas du tout. Donc, pas eu besoin d'avoir un bon Komarek pour commencer, mais là aussi, ça le fait gentiment se mettre dans le bain en l'absence de Petteri Lindbaum, on en parlait tout à l'heure, qui était à la KLA Cup ou à la Channel One Cup. Gustafsson a joué derrière, Nussbaumer en 13e attaquant. Lian Bixel, on me dit beaucoup de bien de Lian Bixel du côté de Bienne. Et il a fait son premier match, il a joué 2 minutes, peu importe le temps de jeu, mais 16 ans. Et c'est un défenseur 1m93 grand défenseur, 95 kilos je crois. Ouais, lui on me dit beaucoup de bien de lui. Je l'ai très peu vu jouer, je l'ai vu s'entraîner pas mal je dois dire, mais je l'ai pas vu jouer.
plus que temps. Mais par contre, bah voilà, c'est bien. Nous, on aime tellement avoir de temps en temps un peu de ces nouveaux visages débarquer. Par contre, bah, dans le même temps, il y a un Valentin Nussbaumer qui est alors pas au bout du banc, enfin plus au bout du banc, c'est Safnern quoi, du côté de Bienne. Et c'est un peu malheureux. Donc, il est sur le départ, potentiellement à Davos. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Compliqué de se faire une place là-bas pour lui maintenant. Surtout qu'offensivement, c'est vraiment en train de repartir dans la bonne direction. J'ai l'impression, on a longtemps parlé de Leuenberger qui mettait son système en place, le défenseur qui était beaucoup plus agressif qu'avec Termenen, tout ce genre de choses qui a mis du temps et qui a passablement perturbé certains joueurs, dont notamment Yannick Radgeb qui a eu de la peine en début de saison. Bah, si ce système est en place et porte ses fruits, bah, je pense qu'on va pas changer une équipe qui gagne du côté de Bienne. Et je vois pas où tu remets Valentin Nussbaumer finalement dans cette équipe en ce moment. Ouais, complètement. Et le prochain match, on a dit que c'était contre Lugano, hein, qui reviendra de quarantaine. Alors, on a bien vu que les retours de quarantaine, en général, ne sont pas si désagréables pour les équipes qui étaient out pendant 2 semaines. Le dernier match, on l'a mentionné aussi, puisqu'il y a eu un Bienne, une victoire 6-4 contre Lugano. Lugano va peut-être vouloir aussi va se rappeler de ce match-là, faire attention, retrouver une défense solide. Mais Bienne, en ce moment, il ne faut pas prendre de pénalité contre eux. Vraiment. Parce que ça marche bien. Je pense que l'édifice, malgré ces 3 victoires en 4 matchs, il est encore fragile. Il faudra voir peut-être des matchs plus, comment dire, peut-être où ça se joue de manière plus serrée, pour qu'on puisse se dire, un petit peu de la manière de Fribourg aussi, peut-être de jouer contre soit Zug, soit Lausanne, soit Zurich, pour avoir une meilleure imagerie de ce qui se passe à Bienne véritablement. Est-ce qu'ils sont vraiment de retour? Parce qu'il y a un moment, quand on avait le classement, donc on va dire normal, avec un nombre de matchs qui n'était pas égal, les 3 clubs bernois, c'était 10-11-12. Oui. Bienne, s'ils commencent à regagner des matchs, ça va un peu changer. Finalement, avec seulement 14 matchs, il n'y a que Lugano qui a moins joué que Bienne. Mais la place 6, elle est vraiment à 2 pas pour eux. Après, il y a un trou qui a été créé. Le top 5, maintenant, Fribourg, Zurich, Zug, Lausanne et Genève, a quand même 7 points d'avance sur le 6e. Donc là, il y a un trou qui a été creusé. Mais le top 6, la 6e place n'est pas très loin finalement pour Bienne. Et c'est embelli parce que 3 victoires en 4 matchs, tu reviens quand même assez vite dans la course. Et ça masque un petit peu le début de saison compliqué. Et on parlait tout le temps de lancer une dynamique, de confirmer des choses. Et on en parlait juste avant pour la partie des pronostics. Il faudrait peut-être profiter de Lugano à la maison pour justement asseoir le retour. Parce que sinon, tu reviens sur une série où tu as 3 victoires, 2 défaites. Puis tu fais pas vraiment de grands pas en avant. Quoi. Et là, ce serait le bon moment. Pope a été envoyé dans le filet contre Ambry. Ça s'est bien passé. Van Pottelberg revenait du Covid aussi. Ouais. À voir quand le potentiel ou le théorique numéro 1 reprendra sa place devant le filet, comment ça va se passer. Je me demande aussi, la défense pour l'instant, contre Ambry, elle a tenu le coup. 7-1, rien à dire à ce niveau-là. Gustafsson, tu l'as aussi mentionné, a joué, ça fait plusieurs matchs qu'il est en défense. Oui. Bon, on a l'impression que quand tu décales un Suédois attaquant avec des responsabilités défensives, quand tu le mets en défense, ça va pas trop mal jusqu'à présent. Je pense quand même que Lars Leuenberger sera plus satisfait de retrouver Forster, même si Forster a 35 ans ou peut-être même plus, il a ce petit coup de patin, ça n'a jamais été le plus vif, ça va pas aller en s'améliorant, il doit quand même beaucoup plus jouer sur son expérience que sur ses qualités de patineur. C'est un défenseur avec tellement d'expérience que ce serait bête de s'en priver. Il faudra encore composer sans Lindbaum pendant un tout petit moment. En général, quand tu dis l'âge de quelqu'un, je pars du principe que c'est juste et je contrôle pas. Puis là, je me suis dit, on est sûr de ça? En fait, 37. Il a 37. Il va sur ses 38 en février. Mais là, je contrôle pas. C'est argent comptant quand tu me dis, lui, il a 32. Hein. Je sais que ce sera juste ou très, très, très souvent juste. Là, je me suis dit, il est un poil plus âgé que ça, le Beat Forster. Mais oui, comme tu dis, le retour d'un Peter Lindbaum va peut-être faire du bien. Enfin, du bien, il n'y a pas besoin en ce moment, tu me diras, mais quand même, sur le long terme, ça reste un défenseur qui est intéressant à avoir dans ton alignement. Moser marque, Radgeb marque, derrière ça rigole. Bon, ben voilà, next, c'est ça. Juste ça, mais...
Radgame marque des points, je précise, pas des buts, il y a des passes décisives. Et puis, je voulais quand même qu'on revienne sur un club, vu qu'on n'a pas de match de Genève à commenter, à revenir sur ce qui se passe à Genève. Quand même, Davos, ça va pas. On l'a dit plusieurs fois, c'est comme si on l'avait teasé tout au long de l'épisode, mais là, je ne sais pas ce qui se passe. La défense prend l'eau. Finalement, est-ce qu'elle est à l'image de Nugren, comme on avait pu dire que Genève Servette était à l'image d'Omar? Qu'est-ce qu'elle a à l'image de Nugren? Elle est capable d'exploser offensivement puis de marquer des buts. Puis que défensivement, ça peut être des nagés pas possible. J'ai l'impression, quand tu regardes la composition défensive de Davos, c'est quand même pas simple. Nugren Guerra, ok. Aynan, c'est un bon jeune, j'aime bien ce joueur, mais ça reste un défenseur de 20 ans. Ce serait bien d'avoir Dubois à côté pour... Exactement. Pachou, Barandoun, Stop, ça fait pas forcément rêver. Parce qu'il y a Sven Jung, normalement. Sven Jung manque, Dubois manque, c'est quand même pas simple. Et là, j'ai un peu l'impression que Davos étant limité défensivement, on vient à se dire, compensons en essayant de marquer plus de buts que l'adversaire. Et du coup, tu t'ouvres, tu ouvres le jeu, et du coup, il me semble qu'à chaque fois, il y a un contre. Le nombre de contres contre Fribourg, notamment, ça m'a pas mal marqué de dire le nombre de fois où tu vois Fribourg en surnombre en zone neutre. Et en plus, actuellement, Davos n'est pas forcément aidé par les gardiens. Contre Fribourg, c'était Schliemann, il donne le premier but sur un tir de Rossi, sauf erreur, et Walzer. Non, c'est l'inverse, un tir de Walzer et Rossi qui reprend. Il ne doit jamais lâcher ce puck. C'est un tir tout simple. Donc, défense un tout petit peu légère. Gardien qui ne fait pas la différence. Et les attaquants qui essayent peut-être de surcompenser en étant plus à l'attaque, disons, plutôt que de se dire, défensivement, c'est déjà pas la joie. Donc, essayons déjà de stabiliser ça derrière. Parce qu'on rappelle que c'est pas parce que la défense... un peu de peine, les attaquants font partie intégrante de la défense. Donc, quand on parle de défensive, on parle vraiment du bloc complet des 5 joueurs. Et là, c'est vrai que le message de ce match à Zurich, à la suite de la défaite contre Fribourg, il est quand même compliqué parce que Zurich est décimé. Ouais. Alors, décimé, pas tout à fait au sens littéral du terme, mais Zurich est quand même pas glorieux. Zurich est prenable, je trouve. Voilà, et après 6 minutes, il y a déjà 2-0. Fin du premier tiers, il y a 3-0. Là aussi, on peut dire au revoir, merci. Le seul but, c'est Yannick Freiner qui marque. J'ai vraiment cette impression aussi. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'année passée, ça s'est bien passé pour Davos, mais ça s'est très bien passé pour Davos. Je suis resté 2 jours là-haut, à la suite du match contre Fribourg. Et le lendemain, j'ai parlé assez longtemps avec Andrés Ambul pour une interview qui a été diffusée dans la tribune de Genève, et je crois aussi dans le 24 heures, mais je ne suis plus très sûr. Et il me disait, mais si on... Je crois que je ne l'ai pas écrit ça, mais si on était réaliste avec nous-mêmes la saison dernière, ça s'est trop bien passé. Il me disait, on a eu tous les 50-50, ça tombait dans notre faveur. Tous les matchs qu'on devait soit perdre, soit gagner d'un but, on les a gagnés d'un but, systématiquement. Et c'était flagrant. Et il m'a dit, je crois qu'on en avait conscience, nous, à l'interne. Mais à l'externe, est-ce que ça nous a peut-être aussi un petit peu défavorisé, pas défavorisé, mais péjoré d'être mêlé à la lutte pour le top 6, alors que concrètement, cette équipe ne méritait peut-être pas d'être aussi haut dans le classement la saison dernière. Même top 4. Ouais, même dans le top 4. Et ça peut aussi avoir joué un tour à Davos, d'avoir vécu finalement une si bonne dernière saison la saison dernière. J'aime bien je suis pas étonné que en plus ce soit Ambul qui ait cette réflexion-là et qui se pose ces questions. Après, en plus, maintenant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a Joe Thornton qui est reparti à Toronto, contrairement à Denis Malgin. On a Turunen, on l'a juste mentionné, qui est parti avec l'équipe nationale finlandaise. Et honnêtement, Turunen, on n'est pas encore complètement convaincu par son apport, en général, de ce qu'on attend d'un apport étranger. En plus, il est jeune. On sait que c'est une première saison hors du cocon finlandais, mais on voit qu'avec Nettinen, ça carbure au super, et on se disait que Turunen, on l'attendait aussi, et je crois que Reto Raffiner était très content de cette signature, à raison, quand on voyait les stats en Finlande, on pensait bien que Turunen pourrait être bon, en voyant non seulement ses stats, mais aussi en se disant que si Raffiner, qui a bien scouté l'histoire et s'est positionné sur ce joueur, il s'est pas trop raté avec ses étrangers. On a eu Palouchaï qui était blessé, qui revient maintenant. On a eu Herzog qui était blessé, qui revient. Ouais, ils ont eu
2-3 circonstances peut-être atténuantes, mais J'ai parlé avec Rafaner justement, il était en interview avec Pierre Chouvet qui est... Je sais pas s'il a déjà sorti un sujet avec lui, mais à l'interview, Rafaner disait mais moi je vais pas expliquer nos problèmes actuels par nos blessures, ça sonnerait comme des excuses. Il dit par contre, l'année passée, on n'a pas eu de blessures. On a été épargné comme rarement une équipe a été épargnée par les blessures. Et là aussi, c'est un point où tu peux dire, ok, donc tu passes de les matchs étaient gagnés de peu avec une équipe qui était épargnée par les blessures à désormais, l'équipe elle n'est plus épargnée par les blessures du tout. Et donc forcément, l'écart entre les deux situations est assez grand. Et là, ils sont en train de se le prendre en pleine face en ce moment. Le retour de Herzog fait du bien. Puis en bulle, il est increvable, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il va tellement vite en ce moment sur la glace, il est impressionnant. Il est moderne, en fait, c'est ça qui est incroyable de se dire, c'est qu'à son âge, là, pour le coup, il est de 85. Est-ce que... Il faudra que tu contrôles, je ne veux pas dire de bêtises. 83. Aussi 83. Ouais. Vraiment, j'ai de la peine entre Forster et Ambul, donc en fait, 37 ans, c'est encore plus hallucinant. Et il est déjà à 18 points en 15 matchs. Et là, il part sur une base de sa meilleure saison en carrière. Et ça compense un Perttu Lindgren. Il y a 13 matchs, 5 points. Il ne peut pas en avant. Et c'est étonnant. Et certains leaders, Marc Wieser, 15 matchs, 4 points. Tu t'attends à beaucoup mieux d'un joueur comme ça. Baumgartner marque aussi un tout petit peu le pas par rapport à une saison fantastique la saison passée. Voilà, exactement. Et plein de joueurs sont un petit peu en dessous. Il y a un Luca Ishii, par contre, qui est une bonne surprise, je trouve. Oui. Il fait pas son point par match, mais récemment, oui, il est quasi à un point par match. Mais globalement, c'est ça, c'est les marges qui étaient favorables à Davos à l'époque deviennent défavorables en ce moment. Et on n'oublie pas que c'est une équipe qui est toujours en pleine reconstruction. Et cette reconstruction, elle a presque été un petit peu trop rapide la saison dernière. Ouais. Ce qui fait que non, c'est toujours une équipe jeune. C'est toujours une équipe avec Heinen sur sa deuxième paire défensive qui continue de construire. On le voit d'ailleurs avec le mercato. Il y a les rumeurs, ça n'a encore pas été confirmé. Axel Simic, Valentin Nussbaumer, Julian Schmutz. Et quelqu'un me disait très récemment, en fait, Rafaner, il est en train de nous faire le Corsi. Il prend beaucoup de shoots, puis il espère qu'il y en a qui vont être au fond. Et j'aimais bien l'idée, plutôt que de dire je signe, prenons le cas de Yannick Keren par exemple, je signe un gros joueur suisse à X centaines de milliers de francs, pour le même prix, je pourrais avoir peut-être, c'est pas exact l'ordre de grandeur, mais peut-être pour les deux jeunes là. Tu peux avoir Simic, Nussbaumer et peut-être même une petite partie de Julian Schmutz, j'en sais rien. Et du coup, si un des trois se développe, j'ai gagné. Voilà, exactement. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Bien aidé par Christian Wulven, que tous ces joueurs sont passés chez lui dans les juniors, dans les M20, et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place, mais ça prend du temps. Et là, je me demande, un club qui a été tellement habitué à gagner, est-ce qu'il sait encore être patient? Alors tu me diras, avec le Covid, probablement que ça aide à être patient, vu qu'il n'y a pas de relégation. On en a suffisamment parlé aussi pour Berne. Oui, je pense qu'ils vont être patients avec Christian Wulven, parce que c'est une partie intégrante de leur projet. Mais là, en ce moment, ça devient vraiment compliqué. On parlait de dynamique pour Bienne qui peut se lancer à un moment ou à un autre. Je pense qu'on le voyait plus possible du côté de Bienne qu'on pourrait le voir actuellement du côté de Davos, parce qu'ils font vraiment un petit peu peine à voir en ce moment, Davos. Moi, j'aimerais finalement... là aussi, en réfléchissant, je me dis l'importance de Félicien Dubois. Peut-être qu'elle était, je ne sais pas si on peut dire, sous-estimée la saison passée. Là aussi, on a un vétéran. Je ne vais pas tenter son âge parce que je vais dire 37, mais d'un coup, je vais me tromper. Mais en tout cas, quelqu'un qui a amené tellement à cette assise défensive davosienne sur des lancers de dés où tu te dis que ça se joue sur un but, comme tu l'expliquais avant. L'expérience, la voix d'un Dubois pour calmer ses défenseurs, pour aider des Heinen, pour aider des Barandoun, pour aider un Pachou qui a un peu plus d'expérience, mais qui finalement a quand même toujours besoin d'être drivé. T'as presque avec Ambul et avec Dubois, t'as presque deux assistants qui sont sur la glace. Wulven est un coach jeune, qui n'avait pas forcément l'habitude. Si en plus tu as tes vétérans qui embrassent complètement le projet et montrent par leurs actions qui sont toujours là, qui se jettent sur les pucks, qui vont récupérer, qui prennent des charges, qui prennent des tirs,
les jeunes ils suivent et ils se disent qu'ils ont des exemples extrêmement positifs devant eux. Ouais, tout à fait. Il est du 83 Dubois aussi. C'est la même génération. Et l'année passée, il fait l'une de ses meilleures saisons C'est en ça. carrière, sa meilleure saison depuis quasi 10 ans. En termes de buts, sa meilleure saison en carrière. Donc oui, il manque énormément Félicien Dubois. Et là, je me demande comment Davos va faire pour le remplacer. Surtout si Dominique Egli signe en Suède, Voilà. comme ça a été annoncé, ça a été pas annoncé, c'était évoqué très récemment. Avec un Michael Fora qui re-signe à Ambry. Kalle Anderson qui ne bougera probablement pas, comme l'a écrit Watson, de Berne. Alatalo qui est censé aller à Lugano. Diaz qui est censé aller à Fribourg. Mais là, le marché des défenseurs, il devient compliqué. Pour un défenseur, on va dire du top 4, Exactement. qui pourrait placer Dubois qui va de toute façon prendre sa retraite à la Et fin là, de la est-ce saison. que tu commences à faire à courtiser Mika Enauer encore plus? Est-ce que tu courtises un Yannick Buren à Berne qui est en fin de contrat? C'est Mais possible. Enauer, normalement, il va re-signer. Il devrait pour, re-signer, mais ça, c'est aussi le genre de truc, si c'est pas annoncé, est-ce que c'est justement parce que l'agent est en train de se dire et si pour le développement. Et s'il commençait à y avoir un ou deux clubs désespérés, on va dire, ayant envie d'avoir un prospect en défense, ça Mais va voilà. être la peine. L'idée est alléchante si on se place dans la peau de l'agent. Maintenant, on a parlé de Nussbaumer, on a parlé de Simic. Là, tu donnes les clés ou une partie des clés à Enauer, qui est très jeune. Je suis pas persuadé que de donner autant de responsabilités à des jeunes en même temps, ce soit le meilleur moyen de te relancer. Oui, c'est bien parce que tu construis pour l'avenir, mais de les mettre tous devant des grosses responsabilités en même temps, tu pas... Il faudra quand même faire jouer des défenseurs. Hein. Oui. On en est quand même là, finalement, et ça va pas être simple, à mon avis, de trouver un moyen de trouver des défenseurs, ou alors après, tu pars avec deux défenseurs étrangers, comme Lausanne l'a longtemps fait avec un certain succès. Mhm. C'est une piste. Durant une année, faire la transition avant le mercato suivant, qui sera un peu plus intéressant au niveau des défenseurs, comme on l'a dit la semaine dernière. Après ce petit détour dans les grisons au sens propre pour moi et au sens figuré pour toi, on peut mettre un terme à cet épisode 13 de la saison 3 de Cold Facts. D'ici la semaine prochaine, pas mal de choses vont se passer pour les Romans avec 2 matchs de coupe, un pour Fribourg, un pour Genève. En espérant que Genève soit remis de sa quarantaine et qu'il n'y ait pas une épidémie dans le vestiaire qui les forcerait à repousser aussi ce match. Je pense d'ailleurs l'épisode de la semaine prochaine, faudra voir parce qu'on a une journée le 23 qui se tend un mercredi, une journée complète. On verra quand est-ce qu'on fait le notre Call Fax épisode. du 24 à 17h. Je sais pas si on aura une audience de fous furieux, mais on va y réfléchir. Mais c'est un très bon point. C'est un très très bon point. Il faudra voir comment on gère tout ça. Ben voilà, justement, on se retrouve probablement encore une fois d'ici la fin de l'année pour un épisode. Mais à quel moment? Vous suivez nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. On l'annoncera de toute façon. Et puis sinon, abonnez-vous à nos différents canaux sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube. Où bon vous semble, on est présent et réactif si vous avez des questions à nous poser. En tout cas, profitez bien de ces dernières semaines de l'année en pensant à 2021, en espérant que ce soit un peu plus normal comme année. Et profitez bien des derniers matchs de la saison aussi. De l'année aussi. À bientôt.